Chapitre 4. Shimensoka. Trahi de toutes parts. Debout devant le lycée Sainte-Agnès, je serrais mon sac contre moi, tendu. J'attendais Armelle qui avait promis de me soutenir pour ce grand comeback. Après plus d'un mois à éviter le lycée, ma mère avait fini par faire les gros yeux. Mes saignements étaient supportables et il ne me restait plus qu'à passer l'échographie de contrôle avant de retourner voir la gynéco pour la pose de l'implant. D'ici 2 semaines, tout serait officiellement terminé. « Myrtille !» appela Armelle en arrivant de la bouche de métro située un peu plus loin. Je soufflais, soulagé. « Coucou. Alors, comment ça va ce matin ?»« Bof, j'ai la nausée. »« Quoi ? Mais attends, ça veut dire que j'ai la nausée à l'idée de retourner en cours, » m'empressai-je d'ajouter. « Ah, je comprenais pas, » je me suis dit. « Merde, ça a pas marché et elle est toujours enceinte. » Elle gloussa. Je plissai les yeux sous l'effet de la douleur que m'infligeaient ces quelques mots. « Armelle, s'il te plaît. »« Oh, oui, pardon, j'ai pas réalisé, tu sais comment je suis, hein. Allez, on y va ?» Je pris une profonde inspiration, le nez dans mon sac à dos que je tenais toujours serré contre ma poitrine. « Oui, allons-y. » Elle avança vers l'entrée du lycée. Je restai sur place, mes jambes refusant de bouger. Armelle s'arrêta en constatant que je ne la suivais pas. « Bah, tu viens ?» Je m'accrochai à mon sac de toutes mes forces. J'éprouvais des tas de sentiments différents. Appréhension, angoisse, nervosité. Mais celui qui dominait là tout de suite était la peur, simple et brutale, celle du regard des autres. C'était probablement un peu stupide, mais j'étais persuadée qu'ils savaient tous. « Allez, Myrtille, » dit Armelle en m'attrapant par le bras. « On n'a pas le temps de traîner, on va être en retard. » Sans me laisser le choix, elle me tira vers les portes de l'établissement. Je la suivis en chancelant, mon pouls battant dans mes tempes. J'étais à peine consciente à ce moment-là. Nous traversâmes le hall pour atteindre l'escalier qui menait au premier, l'étage où se trouvaient les salles de langue. « C'est moi ou ils me regardent tous ?» demandai-je à ma meilleure amie dans un murmure. « C'est toi, personne te regarde. » Arrivés au premier, nous rejoignîmes le troupeau d'élèves qui attendaient notre professeur devant la porte de sa classe. D'horribles petits chuchotements résonnèrent sur mon passage. Ma gorge se serra. Savait-il ? Me jugeait-il ? La sonnerie retentit. « Ça va ?» questionna Armelle, inquiète. « T'es toute pâle ?»« Oui, ça va, » mentis-je. Je devais me reprendre. Armelle avait raison, j'étais en train de délirer. Personne ne s'était intéressé à moi jusque-là. Personne ne connaissait mon nom. Je n'avais jamais fait partie des personnalités du lycée. Pourquoi attirais-je l'attention aujourd'hui ? « Pardon, laissez passer votre professeur, s'il vous plaît. On se pousse, merci !» Notre professeur d'anglais, M. Duval, se fraya tant bien que mal un chemin à travers les élèves qui bloquaient le passage, puis ouvrit la porte de la classe afin que nous puissions nous y engouffrer. Je retrouvai ma place en milieu de salle. Habituellement, j'adorais l'anglais. Avec ma maman, nous avions visité plusieurs pays anglophones ces dernières années, et j'étais très à l'aise dans cette langue que je prenais toujours plaisir à pratiquer à l'école. Pourtant, aujourd'hui, je n'avais pas envie. « Bien, asseyez-vous, on va reprendre la leçon de jeudi », annonça M. Duval alors que nous n'étions même pas encore tous installés. J'ouvris mon sac pour sortir mon cahier et mon manuel quand je sentis quelque chose rebondir dans mon dos. Je pivotai sur ma chaise, pensant que mon camarade de derrière cherchait à attirer mon attention. Celui-ci m'adressa un regard perplexe. Mes yeux glissèrent sur le sol de la classe où se trouvait l'objet du délit, un petit bout de papier plié. Je me penchai pour le récupérer. « Take your books, page 26, please. » Je me rassis correctement et dépliai la missive. « Salope, c'est toi qui aurais dû crever. » Je n'osais pas me retourner pour tenter d'identifier l'auteur ou l'autrice de cet immondice. À ce moment-là, 2 mots cognaient dans ma tête à m'en faire mal. Il savait. Il savait. « Qu'est-ce que c'est ?» interrogea Armelle, assise à côté de moi et dont les yeux étaient rivés au délicat billet que je tenais au bout de mes doigts. Je levai vers elle un regard désespéré. Elle m'arracha la feuille des mains. « Oh, mais quel... »« Armelle, page 26, please » l'interrompit le prof. Elle jeta le petit papier au fond de sa trousse et récupéra son livre dont elle fit rapidement tourner les pages. Je passai le reste de l'heure d'anglais prostré, recroquevillé sur moi-même, à imaginer ce qu'ils devaient penser, aux insultes qu'ils pourraient utiliser, aux mots dégoûtants que je devais leur inspirer. Je ne voulais pas ça. Je voulais redevenir invisible, que tout soit comme avant. Lorsque la récréation sonna à 10h20, je m'arrangeai pour être la dernière à sortir de la classe et éviter ainsi les regards. Armelle m'attendait devant la porte. « Ça va ? Je sais pas qui peut t'avoir envoyé une horreur pareille. Je parie sur Marie-Louise ou Chloé, ces 2 connasses étaient jalouses de Baptiste et toi. » Elle leva le nez en l'air, songeuse. « Ou alors c'est Théo ? Sa famille lui lave un peu trop le cerveau et il a tendance à se prendre pour un paladin. » Elle rit à sa propre blague. La légèreté avec laquelle Armelle considérait mon histoire me désespérait. « Armelle, ça n'a rien de drôle. Et je ne dis pas le contraire.
Par contre, tu te soucies trop du regard des autres. On s'en fiche de ce qu'ils pensent. Non, on ne s'en fout pas. Je ne veux pas qu'ils sachent. Mais arrête enfin, qu'est-ce que tu en as à foutre? Qu'est-ce que ça? Je veux que personne ne sache. Je veux que tout soit exactement comme avant. Tu comprends? Paniquai-je. Armel resta un instant en face de moi à m'observer. Je respirais vite, je tremblais, et les larmes arrivaient. Myrtille, je pige pas pourquoi tu réagis comme ça, avoua-t-elle, dubitative. Tu n'as rien fait d'illégal, tu n'as absolument aucune honte à avoir. Je me décomposais en réalisant. Tu leur as dit, c'est ça? C'est toi? Elle leva les yeux au ciel. J'en ai parlé avec 2 filles de la classe, oui, mais crois-moi, elles ne jugeaient pas, au contraire, elles compatissaient. On se projette toutes facilement dans ta situation. Mais je t'avais dit de la fermer! Elles s'inquiétaient pour toi, je voulais les rassurer. Et puis, c'est un droit qu'on a toute la possibilité d'exercer, il faut l'assumer et en parler sans tabou. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? M'écriai-je. Mais quoi? C'est pas grave! Les larmes se mirent à couler. C'est mon histoire, Armel. Tu ne peux pas t'en servir comme ça. Je t'avais demandé de ne pas en parler. Pourquoi t'as honte? Sois fière de ta décision. C'est dur ce que t'as fait. T'es courageuse. T'es un modèle. Je veux pas être un modèle. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux pas qu'on me juge ou qu'on m'envoie des messages en me traitant de salope. Attends, Myrtille, calme-toi. C'est pas ma faute. Je te promets que je leur ai dit de la fermer et je veux juste qu'on me rende ma vie d'avant. Juste ma vie d'avant. Pleurai-je. Myrtille, attends, reviens. Je suis désolée. J'abandonnai Armel au milieu du couloir et descendis les escaliers 4 à 4 pour rejoindre la cour. Quelques personnes se retournèrent sur mon passage. Je refusais d'analyser s'il s'agissait de ma réputation ou l'état dans lequel je me trouvais qui les poussait à me regarder. Je me réfugiai dans les toilettes des filles et m'enfermai dans la cabine où mon monde avait basculé 1 mois et demi plus tôt. J'éclatai en larmes derrière la porte, des larmes de désespoir, stupides et stériles, comme toutes les larmes que j'avais versées ces dernières semaines. Ce n'était pas ce que je voulais. Ce n'était pas comme ça que les choses étaient censées se dérouler. Tout était terminé. Je devais retrouver ma vie d'avant. Pourquoi ça ne marchait pas? J'entendis la porte des toilettes s'ouvrir et au moins 2 filles entrer. Elles s'arrêtèrent au niveau des lavabos. « Déconne pas, le rouge comme ça fait trop pétasse !» Elles rirent. Je me tenais assise sur les toilettes, quelques feuilles de papier hygiénique chiffonnées au creux de la main. « Voilà, avec ça, Mathéo n'a aucune chance de résister. »« Tu m'étonnes. »« Oh, t'es au courant pour Baptiste et Mila ?» Je me figeai à la mention de son prénom. Qu'avait-il fait encore? J'avais peur pour Mila, tout à coup, cette fille que j'avais tant détestée. « Qu'ils ont rompu ? Oui, je sais. De ce que j'ai compris, Baptiste traverse une sale passe. » J'ai entendu aussi. Son ex a avorté, c'est ça? Oui, il semblerait que Mila l'ait accusé de ne pas assez s'en préoccuper, et elle l'a jeté. La fille pouffa. Qu'est-ce que ça peut lui faire à cette gourde? Et la vérité, c'est qu'il a été très affecté par toute cette histoire. D'après Yacine, ses notes ont chuté, et il a même pleuré en cours lundi dernier. Le pauvre chou a vidé son sac devant toute la classe. Il paraît qu'il était super mal. Non, mais c'est trop triste. Son ex est dans quel lycée? Ici, en terminale 2. Mais elle est absente depuis 1 mois. Elle se cache, cette pute. Je tremblais derrière la porte. Je ne m'étais pas cachée, non. J'essayais de rassembler les miettes de celle que j'étais. Logique si elle avorte. Moi, je serais elle, j'aurais trop honte. Jamais je reviens. Franchement, c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Elle lui a pas laissé le choix. Il paraît même qu'elle lui a demandé de l'argent. Attends, tu crois qu'elle a fait exprès de tomber enceinte pour se tirer de l'argent à Baptiste? Bah, son père est un avocat de renom, il a une réputation et n'a certainement pas envie de se retrouver grand-père. Il y a fort à parier qu'elle a encaissé un très très gros chèque, de quoi aller se mettre au vert 1 an ou 2. Il y en a, elles sont vraiment prêtes à tout pour un peu de fric. Et en attendant, c'est ce pauvre Baptiste qui trinque. T'inquiète, je vais m'occuper de lui, il va vite oublier, plaisanta la 2e fille. Elles s'éloignèrent pour sortir des toilettes. Je restais là, derrière la porte, abasourdi par ce que je venais d'entendre. Comment pouvait-on imaginer, ne serait-ce qu'une demi-seconde, qu'on puisse considérer l'IVG comme autre chose qu'une solution désespérée? Comment pouvait-on penser qu'on se servait de l'IVG? Pour de l'argent? Mais quelle somme pouvait racheter les humiliations et la douleur de ce parcours infernal? Je me débarrassai de ma boulette de papier toilette avec hargne. Je sortis de la cabine de toilette et me regardai un instant dans le miroir. J'avais les yeux légèrement rougis et cernés à cause des nuits blanches qui avaient précédé mon retour en classe. Mais au fond de ceci, je ne pouvais voir que la colère vis-à-vis de l'injustice. On plaignait le pauvre Baptiste qui n'avait pas bougé le petit doigt, et on souhaitait ma mort parce que j'avais choisi d'avoir un avenir. C'était écœurant. Je sortis des toilettes, les poings serrés et les yeux secs. Je fis le tour de la cour à sa recherche. Incapable de le trouver, je décidai de lui envoyer un message. De Myrtille. T'es où? On doit parler. La réponse ne se fit pas attendre. De Baptiste. Maintenant? De Myrtille. Oui, maintenant. Je voulais lui demander d'arrêter de jouer la comédie publiquement.
Je voulais qu'il cesse de chouiner alors qu'il n'avait rien vécu et qu'il nous laisse tranquilles, moi et mon histoire. De Baptiste. Je suis occupée là. Plus tard si tu veux. Je me renfrognais. Je savais où il était. Oh, je savais parfaitement. Je retournai à l'intérieur du bâtiment et montai les escaliers pour atteindre le 3e étage. En arrivant sur l'avant-dernier palier, je l'entendis rire, détendu, en mode charmant-charmeur. Je gravis les dernières marches. Comme prévu, je le trouvai assis là où tous les amoureux se cachaient pour pouvoir fricoter entre deux cours. Et bien sûr, il était accompagné. Mince, blonde, fringue de luxe, il s'était déjà dégoté une nouvelle poupée. J'avançai jusqu'à lui d'un pas décidé. Il vira au blanc spectral en m'apercevant. « Myrtille, ça va ? T'étais pas censée… » Je lui décollai une bonne gifle, faisant virevolter sa mèche ridicule. Son nouveau joujou poussa un petit cri sous l'effet de la surprise. « Mais t'es folle !» s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que… » Je plantai mon regard dans le sien. Il m'a sauté sans protection, je me suis retrouvée enceinte et il m'a laissé me démerder toute seule. Une expression de dégoût se dessina sur le visage de la fille. Qui la dégoûtait exactement ? Moi ? Lui ? Nous deux ? Pas le temps d'y réfléchir. Je retournai vers Baptiste qui se tenait la mâchoire, prostré. Cette gifle, c'était pour m'avoir dépossédé de mon histoire, pour m'avoir abandonné quand j'avais besoin d'aide, pour le silence pendant mon calvaire, et surtout pour ce samedi après-midi où il m'avait assuré qu'il gérerait. « Comment as-tu pu me faire ça ?» hurlai-je. « Comment as-tu osé te plaindre de ton sort en déballant mon vécu à toutes les poufs qui te tournent autour alors que tu n'as aucune idée de ce que j'ai subi ces dernières semaines ?» Myrtille, Pas un coup de téléphone, pas un message. T'as même pas été demandé à Armel si j'allais bien, et tu te permets de venir pleurer sur ton sort. Mais ton sort, mais putain, il est merveilleux ton sort. Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as eue de pouvoir te laver littéralement les mains de cette situation, de ne pas avoir à assumer les conséquences de nos actes. Il baissa la tête, honteux. La fille qu'il bécotait une minute plus tôt se leva et fila rapidement pour descendre les escaliers. Je venais de signer mon arrêt de mort. Elle allait propager l'incident dans tout le lycée, et là, effectivement, tout le monde saurait. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de lui cracher à la gueule ce que j'avais sur le cœur. Je devais le faire. « Pardon, Myrtille, je suis désolée, » bredouilla-t-il derrière sa mèche de cheveux. « Mais c'est également mon histoire. Moi aussi, ça m'a traumatisée et… »« Ah non, non !» l'interrompis-je en pointant un index menaçant dans sa direction. « Un traumatisme ? Mais quel traumatisme ? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un traumatisme. Et ne viens pas dire que c'est aussi ton histoire. Tu étais là lorsque je luttais pour avoir des rendez-vous dans les temps. Tu m'as tenu la main quand je prenais ces foutus cachets. Tu m'as envoyé un message pour savoir si ça allait, si je n'avais pas dû me rendre aux urgences parce que l'embryon ne partait pas, si je n'avais pas souffert d'une hémorragie ou d'un caillot. Tu ne m'as même pas appelé une fois depuis que tu sais. Alors ne viens pas t'approprier mon histoire en racontant à toutes les pétasses du lycée que ton père me file des millions pour rester loin de toi. » Il écarquilla les yeux. « Quoi ? Mais non, j'ai jamais raconté un truc pareil, Myrtille. J'ai juste dit que je le vivais pas bien, c'est tout. » Je le fixais, écœuré. Pas de dépossession de son corps, pas de déballage public de sa sexualité, pas de questions gênantes, pas de culpabilisation, pas de changement dans le regard de ses parents. La vie était si simple quand on n'avait qu'un pénis. Et il osait dire qu'il l'avait mal vécu, mais il n'avait rien vécu. La sonnerie marquant la fin de la récréation retentit. « Pardon, Myrtille. Pardon pour tout, » me dit-il tout bas. Je fus prise d'une envie de vomir. Pardon. Non, pas pardon. Jamais pardon. C'était trop facile. J'attrapai mon sac et ouvris nerveusement la poche avant pour y récupérer la petite plaquette sur la contraception que ma maman avait réclamée à la gynécologue et qu'elle m'avait contrainte à emporter ce matin. Je lui jetai celle-ci dans les mains. Un peu surpris par le geste, il tenta de la récupérer. En vain. Elle tomba par terre dans un petit pouf ridicule, pathétique. « C'est trop tard », lui assénai-je. Je redescendis les escaliers pour gagner les classes de mathématiques. Écouter mon prof parler pendant 2 heures de limite de fonction était bien la dernière chose dont je me sentais capable, là tout de suite. Mais j'avais promis à ma mère de m'accrocher et de rattraper mes 6 semaines d'absence. Lorsque j'arrivai devant la salle de mathématiques, la porte était sur le point de se refermer. Je la retins juste à temps en évitant le regard mauvais de Richez et me dirigeai directement vers ma place au fond, près d'Armel qui se concentrait un peu trop sur sa trousse. Je tirai la chaise devant mon bureau et me figeai. Là, posée en évidence sur celle-ci, une double page de cahier au milieu de laquelle on avait étalé le contenu d'une cartouche d'encre rouge. Je me décomposais en apercevant cette couleur qui m'avait tant accompagnée ces derniers jours. Un ricanement retentit plus loin. Je rangeai la chaise violemment en voyant probablement de l'encre partout. « Madame Avril, on peut savoir ce qui vous prend ?» aboya mon professeur de mathématiques. Je passai devant lui en trombe pour sortir de la classe sous les chuchotements insupportables de mes camarades. Armel ne bougea pas, sans doute gêné d'avoir été involontairement la complice de ce jeu de massacre. Je traversai le couloir en m'essuyant rageusement les joues, honteuse de verser des larmes pour eux.
Il me jugeait alors qu'Armel avait raison. C'était parce que j'étais forte que j'avais choisi de ne pas poursuivre cette grossesse. C'était parce que je me savais irresponsable et incapable de m'occuper d'un enfant que j'avais pris cette décision. Mais si je l'avais gardé, qui m'aurait aidé, hein? La gynécologue, qui le trouvait trop petit? L'échographiste, qui s'était désespéré de ma venue? Trop tôt, on ne pourra même pas écouter son petit cœur. Ou le laborantin, qui s'était réjoui d'un beau positif, hein, avec un taux pareil, ce sont des jumeaux dont vous allez accoucher. Non, tous ces gens auraient déserté au premier cri, nos vies ne les auraient plus intéressés. J'avais été forte d'avorter, j'avais été forte de camper sur mes positions. La faiblesse aurait été d'abandonner sous leur pression, de me dire « non, c'est trop dur, tant pis, je le garde », et de faire n'importe quoi de ma vie et de la sienne. Mais aujourd'hui, j'étais toute seule à devoir assumer mon choix face à des gens qui me méprisaient, persuadés d'être trop intelligents pour être confrontés un jour à cette situation. Je leur souhaitais alors de connaître la honte et la culpabilité, conséquence de cette décision qui, je l'avais compris, avait bouleversé mon existence à jamais. Je pressais le pas vers la sortie du lycée. Je pleurais, encore et encore. En réalité, je me foutais des ragots, de ces ados qui considéraient que j'étais une traînée doublée d'une meurtrière, ou de Baptiste qui se donnait le premier rôle d'un drame qu'il n'avait pas vécu pour mieux apitoyer la gueuse. Le malaise était bien plus profond. Il était en moi. Le changement de regard qui me perturbait n'était pas celui de mes camarades de classe, mais le mien. Je traversais la grande place devant le lycée pour retrouver le métro. Je marchais pour rentrer chez moi. Je voulais m'enfermer dans ma chambre et dormir. Au moins, quand je dormais, je ne pensais plus. Je respirais vite en dévalant les escaliers. Ma vie était partie en même temps que lui.